Les intempéries provoquent des perturbations ce matin, conséquence des importantes chutes de neige et du verglas. Ainsi, en Ile-de-France, la nationale 118 est fermée dans les deux sens entre Boulogne-Billancourt et les Ulisses. En région parisienne, où d'importants embouteillages ont été constatés, plus de 400 km de bouchons ont ainsi été enregistrés avant 9h. Du côté des transports en commun, aucun bus ne circule autour de Paris. Le téléphérique entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges a aussi été stoppé. Les autorités, elles, appellent à limiter les déplacements. La SNCF indique aussi que plusieurs lignes de l'ouest du pays sont interrompues. Les TGV, eux, fonctionnent à vitesse réduite. Et puis dans les airs, une centaine de liaisons ont été annulées à l'aéroport de Roissy, une quarantaine à Orly. Dans le reste de l'actualité, une force multinationale sera déployée en Ukraine en cas de paix. C'est la principale annonce hier de la coalition des volontaires réunis à Paris, une force à laquelle la France participera. Emmanuel Macron a ainsi évoqué sur France 2 l'éventuel envoi de milliers d'hommes dans le cadre de cette opération qui ne verra le jour qu'en cas de cessez-le-feu entre Kiev et Moscou. L'armée française prendrait ainsi part aux opérations de contrôle de la frontière russo-ukrainienne. Des convois de tracteurs sur les routes, des centaines d'agriculteurs veulent rejoindre Paris, Toulouse ou Strasbourg pour protester contre l'accord du Mercosur ou encore contre la gestion de la dermatose nodulaire. À Toulouse, où les syndicats appellent à paralyser la ville, des blocages ont déjà été constatés en périphérie. L'ancien maire de Saint-Étienne incarcéré, Gaël Perdriau, on le rappelle, a été condamné à 4 ans de prison ferme et 1 an avec sursis dans l'affaire du chantage à la vidéo intime contre son premier adjoint. Il a donc débuté sa peine aujourd'hui. L'élu, on le rappelle, a fait appel. Et puis, un dernier hommage en toute intimité. Les obsèques de Brigitte Bardot débutent à 11h ce matin à Saint-Tropez. Une cérémonie se tiendra en l'église de Notre-Dame de l'Assomption où l'entrée se fera sur invitation. Elle sera ensuite inhumée au cimetière marin. Excellente matinée à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie. On est ensemble avec vous pour ce 10h midi. Avec vous Félix, on va parler du Dry January. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est le janvier sans alcool. Le janvier sans alcool, c'est très à la mode, en particulier chez les jeunes. On va en parler avec vous dans un instant. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Dites-nous si vous êtes... pratiquant, si ce Dry January évoque quelque chose pour vous. 0826 300 300, c'est une bonne résolution de début d'année. Oui, enfin, peut-être faut mieux réduire tout au long de l'année petit à petit que d'un seul coup et reprendre le en sage février à parler. et en mars. Non, vous croyez pas ? Je crois que c'est ce que va nous dire le docteur Cohen dans un instant. Et puis ça concerne la filière du vin aussi. On va en dire quelques mots. 0826 300 300. Moi, je vous parlerai de la mode du rhum et du gin sans alcool qui devient un peu branché. Mais est-ce que c'est vraiment... Enfin, comme ça, c'est bien, vous avez réglé le truc dès le départ. Blocage, c'est le mot du jour. Blocage des routes dans certaines régions de France, toute la façade ouest à cause de la neige. Blocage à Toulouse. Les agriculteurs sont mobilisés. On sera tout à l'heure avec Christine Bouillot. Appelez-nous pour nous dire si vous soutenez les agriculteurs. Oui, à Sud Radio, on soutient les agriculteurs. Et puis, avec les débatteurs, à partir de 10h30, on rendra hommage à Brigitte Bardot. Et puis, est-ce que vous avez été choqués ? Moi, j'ai été choquée des réserves qui ont pu être émises sur les positions politiques de Brigitte Bardot. Oui, elle avait des positions politiques. Maintenant, est-ce qu'on doit séparer l'actrice de ses positions ? Là aussi, on vous attend. Emmanuel Macron, à quoi joue Emmanuel Macron ? Hier, il a voulu se présenter comme un grand faiseur de paix, sauf que est-ce que c'est vraiment lui qui a la main ? Beaucoup donc de questions autour de cette réunion hier, après laquelle il a annoncé que des soldats français seraient envoyés pour maintenir la paix, mais encore faudrait-il qu'elle intervienne. Et puis je ferai réagir votre débatteur à différents sons, puisque désormais à 10h30 on les fait réagir à l'actualité et à des extraits de zapping, et je leur parlerai entre autres de ce qui se passe en Suisse, parce que vendredi ça sera la cérémonie d'hommage en présence du président Emmanuel Macron aux victimes de Crans-Montana, mais de plus en plus dans les JT, les témoignages se succèdent et on s'aperçoit quand même que l'établissement accumulait de nombreux défauts, et c'est ces témoignages qu'on a pu entendre sur France 2 hier par exemple. Avec une porte pour sortir et tout le monde est dans tout ça, tous les gens ont voulu sortir par la même porte. Pas d'alarme, pas d'extincteur. Rien du tout, encore la musique, c'était catastrophique ce qui s'est passé.
Sa meilleure amie, Siane, 24 ans, y était serveuse. Elle a perdu la vie alors qu'elle tentait de s'échapper. Et cela, sa mère ne l'accepte pas. Ma fille savait où était la porte de secours ou sécurité, enfin peu importe. Et on l'a retrouvée accrochée là, inanimée, parce qu'elle n'a pas pu l'ouvrir, c'était fermé à clé. Il y a des gens qui doivent rendre des comptes. Les gérants ont-ils respecté les normes de sécurité? Y avait-il assez d'issues de secours? Outre cette porte du sous-sol et l'entrée principale, les baies vitrées du rez-de-chaussée se sont avérées difficiles à ouvrir, faisant perdre aux clients de précieuses secondes pour s'enfuir. Ils ont tous été coincés. Hein. Vous vous rendez compte que sa fille a été retrouvée morte avec la main sur, sur la sortie de secours. On va en reparler évidemment tout à l'heure. Et nos auditeurs peuvent réagir évidemment sur ça me donne l'occasion de faire un coup de gueule sur le patron de France-Soir, complotiste avéré, qui s'est permis des commentaires absolument dégueulasses, j'ai pas d'autre mot, en parlant de soirées satanistes. Parce qu'il y avait des masques, vous avez peut-être vu, les serveurs avaient des masques et les serveuses. Je trouve qu'il y a 40 personnes qui sont mortes, des jeunes, des adolescents qui sont gravement brûlés. Et ce type de commentaire est absolument abject. Donc, c'est dans la lignée de ce qui a pu être dit jusqu'à présent. Mais c'est vrai qu'il y a toute une série de choses qui se sont passées autour de Crans-Montana. On pense à ceux qui se sont déguisés aussi, des journalistes qui ont voulu se déguiser en médecin ou en infirmière pour essayer d'aller interroger des victimes. Il y a quand même eu des choses assez scandaleuses. Alors, on va passer à vous, Félix Mathieu. C'est quoi le problème aujourd'hui ? Sud Radio, c'est quoi le problème? Félix Mathieu. Et le problème, la question qu'on se pose, c'est évidemment celle du Dry January, 6e édition de ce janvier sans alcool. Zéro alcool pour le monde. Bon, il y en a peut-être qui veulent se remettre aussi des excès des fêtes. Cette opération revendique 4,5 millions de volontaires en France, un tiers des jeunes adultes de moins de 34 ans. Alors, le service addictologie de l'hôpital Le Vinatier à Lyon a rendu quelques conclusions parce qu'il a observé plus de 2000 participants de l'édition précédente. Donc, c'est des résultats de janvier dernier. Et donc, résultat, plus de la moitié des participants ont tenu, pas du tout d'alcool entre le 1er et le 31 janvier dernier. Un quart d'entre eux ont dit mieux dormir, amélioration de la qualité du sommeil. Ils sont aussi plus nombreux à se dire très en forme à l'issue de ce défi Dry January, même parmi ceux qui ont juste réduit leur consommation, puisque tous n'ont pas réussi donc à arrêter complètement. Autre résultat, 3 mois après, cette fois, plus de la moitié des participants disaient avoir gardé l'habitude de boire moins. C'est-à-dire que, selon eux, si on leur propose de l'alcool, ils vont plus oser décliner sans avoir peur, quelque part, de passer un peu pour les rabat-joie de service. Donc voilà, c'est la question derrière ça qu'on se pose. Est-ce qu'il y a une pression sociale pour boire de l'alcool? Ou est-ce que, quelque part, c'est un truc de rabat-joie de prôner l'abstinence totale? Là-dessus aussi, au 0826 300 300, vous pouvez nous donner votre avis. Vous pouvez nous appeler et puis nous dire si vous faites en ce mois de janvier abstinence d'alcool ou d'alcool. Certains commencent des régimes et ne vont pas au bout. Mais ça pose la question aussi de la consommation du vin en France, qui est en nette baisse. Et c'est vrai que les professionnels du vin se sont mobilisés. Oui, on a par exemple l'association Vin et Société qui a même publié un manifeste, le French January plutôt que le Dry January. L'idée c'est, disons-le, un janvier franchouillard, on va dire, pour promouvoir la modération toute l'année plutôt que l'abstinence sur un seul mois, maîtriser la consommation plutôt que s'arrêter complètement pendant un mois, avec même dans ce French January des idées de repas, des accords mets-vins, vous savez, alors avec modération. Il y a même une alternative sans alcool pour ceux qui voudraient vraiment. D'ailleurs, chacun son avis, mais c'est vrai que ça existe, les vins sans alcool. Mais entre les lignes, quand même, on comprend que ces professionnels du vin sont pas vraiment fans de ce Dry January, de l'idée de l'abstinence totale. Leur manifeste, par exemple, là, sur le site du French January, dit s'adresser, je les cite, à ceux qui veulent rester libres de leur choix. Comme pour dénoncer quelque part un peu une forme d'hygiénisme, sans doute. Alors, Michel Chapoutier, bonjour. Vous êtes en ligne avec nous. Vous êtes vigneron, président de l'Union des maisons et marques de vin. Vous signez dès demain, j'imagine, à ce manifeste? Oui, bien sûr, parce que la profession
Ah, j'ai un écho là. Oui, non, allez-y, on vous écoute. Ah bon, la profession a fait un travail de fond énorme depuis 30 ans ou 40 ans pour mettre en place le principe de la modération. Je rappelle qu'on est passé de 130 litres par tête d'habitant à 35 litres par tête d'habitant. Ouais. Même les spiritueux sont dans la même dynamique. Aujourd'hui, l'art de vivre à la française est orienté vers une modération de la consommation. Vous avez juste un chiffre, 8 Français sur 10 connaissent le dry January aujourd'hui, mais seuls 2 Français sur 10 connaissent les repères officiels de consommation. Ouais. Donc, au lieu de faire, parce que pour moi, le dry January, c'est du marketing, c'est de l'éclat, mais c'est pas forcément un succès, puisque les gens connaissent plus le dry January que les repères officiels de consommation. Oui. Aujourd'hui, pas plus de 2 verres par jour, avec un jour d'abstinence par semaine, voire 2. Ce sont des repères que nous défendons, que tout le monde défend. Mais le principe manichéen, hygiéniste de dire il faut complètement s'arrêter et tout le monde à ce moment-là, parce que on veut lancer une mode de comportement. Nous on dit non, on veut encourager la liberté et surtout encourager la modération. Le vin est devenu non pas une boisson, mais une culture. Ouais. On ne boit plus du vin, on déguste du vin. Oui. Est-ce que vous faites du vin sans alcool, Michel Chapoutier? Non. On a regardé. Hein. On a regardé. Alors, vous avez aussi de la bière sans alcool qui existe. Oui. Hein, mais bon, le problème, c'est que si la bière arrive à un niveau qualitatif intéressant, mais par contre, au niveau RSE, au niveau écologique, ça demande beaucoup d'énergie et pareil, pour faire du vin sans alcool, les résultats qualitatifs sont douteux, voire pas réellement intéressants. Aujourd'hui, on préfère rester dans la logique de la modération. Et puis, le futur du vin, c'est peut-être d'avoir un peu moins d'alcool, vous savez, pendant très longtemps, dans l'inconscient collectif, la qualité d'un vin, c'était son degré. Avant, et plus le vin au 19e siècle avait des degrés alcooliques, plus il était qualitatif. Aujourd'hui, le travail de fond est de dire non, arrêtez de partir dans ces principes. En plus, avec l'évolution du climat, où il y aurait des fois des vins qui sont un peu plus alcooleux, le travail de fond est de faire baisser le degré alcoolique moyen des vins par des méthodes énologiques, par des choix de cépages, et de continuer dans cette logique d'une consommation modérée, mais libre. Libre. Alors, on a des réactions, évidemment. On a Séverine en ligne avec nous. Bonjour, Séverine. Vous nous appelez de Draguignan. Alors, est-ce que vous faites le dry January? Exactement, je fais le dry January puisque d'une certaine manière je n'ai pas trop le choix. Oui. Comme je l'expliquais en fait, juste avant les fêtes, j'ai décidé de faire un mini sevrage, une mini cure. Parce que vous avez un problème avec l'alcool? Avec l'alcool, là je suis en rémission entre guillemets. Et donc voilà, j'ai décidé pour les fêtes, déjà c'est un gros challenge. Et suivant le dry January pour poursuivre en fait cette cure cette désintoxication, j'ai envie de dire entre guillemets, puisque l'alcool n'était plus festif. Oui. Pour ma part. Vous aviez déjà essayé avant? En fait, j'ai commencé un suivi depuis le mois de juillet, puisque j'ai mis le doigt dessus et je me suis dit non là, ça va trop loin, je m'en sors plus. Et donc, comme je le disais, pour les gens qui entament le dry January, je les encourage parce que pour bon nombre, je pense que il y a peut-être un petit problème avec l'alcool. Oui. Et mettre le doigt dessus, s'en rendre compte et vouloir sortir de cet engrenage. Oui, c'est pas voilà, on peut se faire aider. Il y a des centres qui s'appellent les XAPA, avec des gens formidables. Voilà, XAPA, c'est centre de soins et d'accompagnement à tout ce qui est addiction. Tout type d'addiction, dont l'alcool, le tabac, etc. Et ils sont géniaux. Écoutez, merci de votre témoignage, Séverine, mais c'est vrai que votre cas, alors on aura le docteur Cohen en ligne avec nous tout à l'heure, médecin nutritionniste, qui va nous expliquer s'il y a un bienfait médical à ce dry January. On y revient. Alors sachez que les Québécois appellent ça le défi 28 jours sans alcool. Vous savez, ils ont toujours ou alors janvier sans alcool. C'est vrai qu'on pourrait l'appeler 31 jours en janvier. Ben oui, je sais pas.
pas pourquoi ils appellent, parce que je crois que c'est pas au même. Ils sont peut-être en février. Pas au même moment, effectivement. C'est en février, janvier ou février. Dans un instant, le Dr Cohen avec nous. On aura Kevin, on aura Xavier qui est contre le Dry January. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est quoi le problème? Félix Mathieu. Alors Félix, nous parlons donc de ce Dry January. Effectivement, zéro alcool pendant le mois de janvier, 4,5 millions de personnes a priori qui s'y mettent, et des professionnels du vin, on l'entendait, qui doutent un peu en se disant bon, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt être responsable tout le temps plutôt que arrêter complètement pendant le mois de janvier? Oui, et puis consommer, ce que disait Michel Chapoutier, consommer avec modération, mieux mais moins. Docteur Cohen, bonjour. Ah, on a perdu le Docteur Cohen, mais on a des appels. Vous pouvez nous appeler pour nous dire si vous suivez, si vous faites ce Dry January, si vous l'avez fait et si vous êtes, si vous avez tenu, parce que les chiffres disent aussi, Félix, que en général c'est quand même un échec. Hein. Oui, alors on a quand même la moitié des participants qui ont réussi à se passer totalement d'alcool la précédente édition, lors du mois de janvier 2025. Bon, certains disent que leur sommeil s'est amélioré, qu'ils se sentent plus en forme. Je crois d'ailleurs que le docteur Cohen est de nouveau avec nous, Valérie. Docteur Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste, vous dirigez le site Savoir Maigrir. Bonjour Jean-Michel. Alors, Dry January, qu'en dit le médecin? Est-ce que ça a un intérêt pour la santé? Alors, on a entendu un appel un petit peu particulier tout à l'heure d'une auditrice qui s'en sert pour se motiver à arrêter l'alcool. Mais voilà, est-ce que ça a un intérêt? À quoi ça sert pour un médecin, le Dry January? À la base, ça avait été créé pour 3 choses. Premièrement, se sevrer de l'alcool après les fêtes, parce qu'il y a eu un abus d'alcool la plupart du temps pendant les fêtes. En général, c'est 30 à 40% de la ration calorique consommée. La deuxième chose, c'est de tester sa capacité à l'abstinence. Et la troisième chose, c'était de prendre conscience de son alcoolisation pour les gens qui s'en rendent pas vraiment compte. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Non, moi je trouve pas trop. Ça ressemble plus à un challenge TikTok. Ça veut dire, êtes-vous capable ou non de supprimer l'alcool pendant un mois? Sur le plan des effets médicaux, comme vous l'avez rappelé, sur le premier mois, quand les gens font ce test, en général, on a une amélioration, une baisse du cholestérol, des triglycérides, de la glycémie, une baisse de la pression artérielle, une sensation de mieux-être, ce qui est à peu près normal quand on supprime toute boisson alcoolisée. Par contre, je pense que l'éducation à la modération est vraiment la chose la plus importante. Alors, c'est pas pour reprendre l'argument des viticulteurs qui, eux, quand ils disent 2 verres par jour, ça représente quasiment 6 bouteilles par mois. Ça leur ferait plaisir que tout le monde fasse ça, évidemment. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire, écoutez, si vous avez envie de le faire, ça a un côté plutôt amusant. Médicalement, il n'y a aucune recommandation de santé publique. C'est-à-dire, ça fait pas partie des recommandations de santé publique. À la limite, faire prendre conscience aux gens du fait que boire un verre de vin, comme le font certains jeunes gens tout de suite après le travail, devient finalement un peu excessif. Voilà, bon, ça existe, je vous dis, ça a un côté challenge, ça n'a pas un grand intérêt sur le plan médical. Ça n'a pas un grand intérêt sur le plan comportemental. Mais c'est vrai, c'est vrai que ce que disait Michel Chapoutier, c'est qu'on ne connaît pas. Alors, il a dit 2 verres par jour, mais un auditeur me dit la campagne 1 verre, ça va, 3 verres, bonjour, les dégâts, c'était pour la sécurité routière. Tout le monde s'en souvient. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de campagne aussi forte sur les réseaux, à la radio? Il devrait y avoir des campagnes, effectivement, sur la consommation, même si elle a beaucoup baissé. Hein. On a entendu ce que disait Michel Chapoutier tout à l'heure. On a beaucoup baissé, Gilles. Oui, il y a un effet psychologique, hein. Il y a un effet comportemental sur le fait que ce qu'on observe dans la jeune génération à l'heure actuelle, les sociologues en parlent, c'est que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus axés sur la notion de bien-être, de modération, de désalcoolisation, y compris même sur le thème du loisir, c'est-à-dire privilégier la vie des loisirs à la vie du travail. Donc c'est un changement de comportement générationnel. Alors docteur, il y a une grande mode en ce moment. Quand on veut pas prendre du sucre avec du coca, on prend du coca zéro, du coca light. Là maintenant, si on veut pas avoir d'alcool, on prend du rhum et du gin sans alcool. Sur BFM, ils ont testé ça. Vous me direz si ça vaut le coup de prendre du gin et du rhum sans alcool. Écoutez. On connaît la tourtelle, évidemment, le champomy, mais on connaît moins le rhum sans alcool, le gin sans alcool, le vin sans alcool. Alors, je vous propose un petit test en plateau. Je vous ai ramené tout mon bar. Il y a du vin rouge sans alcool, il y a du sprit sans alcool. Évidemment, tout ça est 100% sans alcool. Je vous ai même fait un petit cocktail avec du rhum sans alcool et de la ginger beer. Donc, visuellement, en tout cas, c'est assez bluffant parce que. Alors, évidemment, visuellement, c'est bluffant. Au niveau de l'odeur, j'ai du rosé et du vin blanc à la couleur. On voit
Allons-y, on va tester. Ouais, mais alors ça sent quand même un petit peu le vin. Évidemment, si on est un expert, on va trouver ça absolument catastrophique. On n'a pas besoin d'être expert. Hein. Non, Jean-Michel, vous avez goûté Cohen ? Écoutez, j'ai été contraint d'acheter des vins sans alcool parce que une de mes filles était enceinte et donc ne buvait pas d'alcool. Franchement, ça n'a rien à voir avec le vin. Bah non. Alors moi, je conteste pas les gens qui peuvent aimer ce type de boisson, mais dire vin sans alcool, non, c'est pas un terme approprié. C'est une boisson, ça peut se boire. Personnellement, c'est pas du tout à mon goût. Ça ne ressemble absolument pas au vin. Si pour la bière, et c'est lié aux techniques de fabrication. Ça veut dire c'est la distillation, elle est très importante. La fermentation pour la bière, elle modifie les choses. Donc la bière sans alcool est un peu plus acceptable. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'était plutôt les boissons anisées, les apéritifs anisés qui étaient sans alcool, où là, effectivement, on peut, en dehors de l'effet récréatif de l'alcool, on peut trouver qu'il y a une ressemblance avec les boissons anisées, comme je parle du pastis, du Ricard, etc. Hein, donc, et on trouve qu'il y a une vraie ressemblance. Mais pour le vin sans alcool, voilà. Maintenant, ceci dit, je rappelle quand même que c'est vrai que l'alcool reste aujourd'hui classé comme une substance dangereuse. Oui, ça veut dire au même titre que le tabac. Et donc, la modération n'est pas un choix, c'est une contrainte aujourd'hui si on veut être en bonne santé. Oui, c'est ce que disait aussi Michel Chapoutier quand on a préparé l'émission, c'est qu'aujourd'hui, les accidents de la route sont aussi beaucoup provoqués par le cannabis et d'autres substances. Mais l'alcool est évidemment toujours à consommer avec modération. Beaucoup d'appels. Kevin est en ligne avec nous. Bonjour Kevin. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Alors, est-ce que vous faites le Dry January ? Oui, cette année, je le fais, oui. Ah bon ? Et c'est la première fois ou vous l'aviez déjà fait ? Non, j'avais tenté l'année dernière comme ça, juste pour voir, parce que ma femme le faisait. Et bon, personnellement, j'avais pas tenu très très longtemps. Et puis cette année, vu que tous les excès qu'il y a eu pendant le gospel, pendant les fêtes, plus j'ai quelques défis sportifs qui arrivent incessamment sous peu, donc pourquoi pas arrêter l'alcool, c'est quand même en lien, ça va quand même bien avec le sport. Oui. Et puis pour une fois que c'est un petit défi un peu plus intelligent que les autres, autant en profiter. Mais ça veut dire quoi ? Vous arrêtez les apéros, vous arrêtez la petite bière. Qu'est-ce qu'on arrête quand on fait un Dry January ? C'est-à-dire, sans le Dry January, vous buvez le petit apéritif du week-end. Ouais. Au lieu de prendre de l'alcool, on va boire un jus ou juste de l'eau, puis discuter juste avec de l'eau, puis c'est tout. Voilà, c'est ce que disent nos auditeurs, c'est effectivement qu'il faut le faire boire avec modération, soyons raisonnables, mais sans injonction de masse. Xavier, vous nous appelez de Bordeaux. Est-ce qu'il y a un lien avec ce que vous allez nous dire ? Merci à Kevin de nous avoir appelés. Est-ce qu'il y a un lien ? Parce que je vois que vous êtes contre le Dry January. Moi, je suis contre le Dry January, le Black Friday, Halloween, tous les trucs anglo-saxons, américano, mondialistes, là, les trucs qu'on nous impose d'en haut, là, comme si c'était des modes mondiales qu'on devait suivre bêtement comme des moutons. Non, je suis désolé, la consommation d'alcool, oui, ça a été rappelé, c'est dangereux pour la santé, et c'est toute l'année qu'on doit se modérer par rapport à la consommation d'alcool, qui est une drogue parmi tant d'autres, hein. L'alcool, c'est une drogue qui est légale, hein. C'est organisé par l'État, d'ailleurs c'est très très taxé, hein. Je sais pas si les gens savent, mais par exemple sur une bouteille de whisky à 10 € que vous achetez en magasin, donc bas de gamme, hein, entrée de gamme, en fait, il y a à peu près 7 € de taxes. Donc l'État se gave sur la vente d'alcool, qui est une drogue légale, extrêmement dangereuse et nocive pour les Français. Hein. Mais après, bon, c'est culturel, donc on peut en consommer de manière modérée, ponctuelle, festive, mais je pense que ça devrait être en fait un comportement annuel. Ça devrait être le Dry January, ou je sais pas comment on pourrait dire en anglais. C'est-à-dire que, comme la consommation de toutes les drogues, il faut faire ça avec... C'est la dose qui fait le poison, voilà. Ouais. Donc, d'ailleurs, je vous entends souvent à l'antenne frapper dur sur la drogue, le cannabis, par exemple. Ouais. Mais moi, ayant été consommateur de cannabis et consommateur d'alcool, consommateur de cannabis, je ne le suis plus, mais consommateur d'alcool, je le suis toujours. Je peux vous garantir que c'est beaucoup plus dangereux l'alcool que le cannabis. Moi, quand je suis bourré, je sais plus du tout ce que je dis, ce que je fais. Alors que si, à l'époque, quand j'avais fumé un pétard, je savais très bien ce que je faisais ou ce que je disais. Oui, enfin, ça reste à discuter, je pense, parce que beaucoup d'accidents aujourd'hui
aujourd'hui sont provoqués sous l'empire de la drogue. Donc, de toute façon, le docteur Cohen sera d'accord avec moi pour dire que tout cela n'est pas bon pour la santé. Hein, c'est ce que vous nous avez dit. Oui, faut rappeler que l'alcool est en train d'être classé aujourd'hui dans la catégorie des substances dangereuses. Donc le principe de modération, je vais le rappeler, c'est un verre de vin, désolé pour les femmes par jour, pour les femmes, et maximum 2 pour les hommes, et pas tous les jours, donc en respectant une abstinence. Quant à l'affaire du cannabis, non, ça diminue quand même les réflexes de façon conséquente. Peut-être pas de la même façon que l'alcool, mais quand même avec la même intensité. Il y a eu des tests qui ont été faits là-dessus. Et après, dire aux gens de se modérer, c'est très difficile avec la plupart des drogues, parce que l'addiction, c'est justement l'entraînement progressif à quelque chose. Donc, il vaut mieux rester à écouter de la musique, faire la fête et trouver un système pour s'amuser autrement que se droguer. Oui, vous avez raison. Et Dry January, Félix, vous allez le faire? Alors, modération, abstinence totale. Ça veut dire non. Non, parce que j'ai déjà bu un petit verre depuis le 1er janvier, je le confesse. Et Gilles ne boit pas d'alcool. Moi, je ne bois pas d'alcool. Voilà. Merci, Dr Cohen, d'avoir été avec nous. Merci également à Michel Chapoutier. Et puis, bon courage à Séverine pour son sevrage. Qu'elle tienne bon, c'est important. Et elle a eu raison de dire qu'on peut se faire aider quand on a des problèmes d'addiction à l'alcool. On se retrouve, nous, dans un instant pour le zapping, pour parler des obsèques de Brigitte Bardot, des agriculteurs qui sont en train de bloquer Toulouse et certaines régions du sud-ouest. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Les débats qui démarrent désormais à 10h30 avec aujourd'hui Thierry Guerrier, journaliste. Bonjour Thierry. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Vous êtes à la tête de nombreuses émissions, c'est dans l'air. Qu'est-ce qu'il y a eu encore journaliste sur Radio France. Enfin bon, et aujourd'hui vous êtes... et ici sur Sud Radio d'ailleurs. Ici sur Sud Radio, absolument. Et puis vous êtes aujourd'hui, vous participez à la campagne de Rachida Dati pour la mairie de Paris. Laurence Saillet, chroniqueuse politique, ancienne députée européenne, bonjour à vous. Bonjour. Lucas Planavergne, bonjour, journaliste au Journal du Dimanche. Et nous attendons Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Alors, le mot du jour, c'est blocage. Blocage à cause de la neige, bien que on ait appris que la surveillance, enfin la vigilance a été levée dans la plupart des départements. Et puis, blocage des agriculteurs. On aura Christine Bouillot avec nous dans un instant, les agriculteurs qui ne désarment pas. Le Premier ministre a annoncé que des produits traités avec des pesticides interdits ne pourront plus être vendus, importés en France. Ça concerne en particulier les avocats, mais quid de la viande? En tout cas, les agriculteurs sont mobilisés. On va pouvoir parler également de cette déclaration d'Emmanuel Macron hier. Plusieurs milliers de soldats pourront être déployés pour maintenir la paix en Ukraine après un cessez-le-feu. Oui, bien sûr, mais encore faut-il que le cessez-le-feu ait lieu. Est-ce qu'Emmanuel Macron veut se donner un rôle qu'il n'a pas? On attend vos réactions. 0826 300 300. On parlera également de Brigitte Bardot, de Crans-Montana et de bien d'autres sujets avec vous. Mais on commence avec vous, Gilles, et le zapping pour nous faire réagir à des sujets qui sont dans l'actualité. Et oui, 300 pour faire réagir vos débatteurs. Alors, depuis le 1er janvier 2026, la banque danoise, la poste danoise a décidé de ne plus distribuer le courrier pour des raisons économiques. Alors, c'est peut-être un modèle à suivre dans le nouveau budget. Fini la petite lettre de votre grand-mère ou de la facture d'électricité. Les boîtes aux lettres disparaissent aussi du paysage danois. C'est l'un des symboles de Copenhague qui va disparaître. Il ne s'agit pas de ces façades colorées, rassurez-vous, mais de ces boîtes aux lettres rouges. Elles sont déjà rares, seulement 1500 dans tout le Danemark. Et voici ce qu'on peut y lire. À partir de 2026, PostNord cessera la collecte et la distribution du courrier au Danemark. Toutes les boîtes aux lettres vont être retirées avant la fin de l'année. Pas une surprise pour les Danois, qui s'y préparent depuis plusieurs années. C'est vraiment dommage. Elles vont me manquer. C'est triste que les enfants ne puissent plus envoyer de courrier à leur grand-mère. Mais bon, moi je l'utilise plus vraiment. Je n'envoie plus jamais de lettres traditionnelles. Donc oui, c'est la suite logique. Alors Laurence Saillet, est-ce que la Poste française devrait suivre cet exemple et se restructurer ?
Alors, se restructurer, oui. Se réorganiser, ça c'est certain. oui. Et figurez-vous que j'ai une petite expérience, puisque moi je travaillais au centre de tri à la Poste quand j'étais étudiante. Ah oui. Et j'ai beaucoup de choses à raconter sur justement le comportement de certains qui est beaucoup de dysfonctionnements, de choses absolument dingues, mais ça ferait toute l'émission. Ouais. Donc je pense qu'effectivement il faut restructurer parce que il y a des syndicats qui ont pris la main sur de nombreux services et qui n'agissent pas dans l'intérêt de nos concitoyens. Mais est-ce que c'est dans l'ordre des choses, 0826 300 300? Est-ce que vous pensez qu'à terme, comme au Danemark, la Poste va disparaître? Lucas Planverg, ça vous fait réagir? Oui, j'avais envie d'être taquin et de dire que la Poste française a peut-être devancé déjà la Poste danoise parce qu'elle livre pas le courrier depuis un petit moment. Enfin, dans de nombreux cas, on sait que la Poste en France s'est restructurée en réalité déjà depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'elle fait de la livraison de repas à domicile, elle fait du recensement, elle fait beaucoup de choses qui ne sont pas livrer le courrier. Moi, je pense tout de même que la livraison du courrier est un service public. On sait qu'il y a encore une fracture numérique pour de nombreux citoyens qui peinent à avoir accès à Internet et à avoir leurs lettres sur Internet. Donc je pense que c'est un vrai enjeu de service public. D'ailleurs, il me semble qu'un nouveau PDG de la Poste a été nommé très récemment. Donc on verra si les choses vont changer dans le bon sens. Alors on a un appel, on a Julien en ligne 0826 300 300. Est-ce que vous pensez que la Poste va, comme au Danemark, disparaître, enfin la distribution du courrier? Julien, bonjour. Oui, bonjour Valérie, bonjour les experts. Alors, en fait, moi je pense que c'est pas une mauvaise idée en soi. En fait, à l'heure actuelle, on a déjà tout est dématérialisé chez nous. On peut suivre nos comptes en ligne, on a le suivi de la conso d'électricité, on a aussi les emplois du temps des enfants sur les applications. Donc, moi, ce qui m'interroge le plus, c'est que vont devenir les employés des PTT si jamais on n'a pas... Si jamais ça passe vraiment en livraison un jour sur deux ou un jour sur trois. Déjà, Laurence a dit ils vont travailler. Ça, c'est perfide. Mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'intérimaires, beaucoup de prestataires extérieurs. On avait eu un débat assez animé sur le cas d'une amie qui n'avait pas eu ce courrier pendant 15 jours dans le 12e arrondissement de Paris parce que le facteur était malade, parce que l'intérimaire, le remplaçant n'était pas disponible et ainsi de suite. Donc voilà, vous avez quel âge, Julien ? Moi, j'ai 39 ans. Ah oui, d'accord. Oui, vous êtes un peu entre les deux, parce qu'il y a aussi une génération qui n'a pas accès, ou des zones blanches où il n'y a pas accès à Internet, et des gens qui aujourd'hui se retrouvent vraiment dépourvus. Peut-être Thierry Guerrier, qui a un peu plus de 39 ans. Ça commence bien, ça y est. Un petit peu. On cible le boomer. Voilà. En l'occurrence, c'est un casse-tête pour la Poste depuis déjà longtemps. Lucas l'a dit à l'instant. Il y a une restructuration qui a été engagée par Philippe Val, l'ancien PDG, qui a essayé d'aller sur d'autres terrains, et notamment des terrains en effet de service. Livrer les colis, livrer le courrier, tout simplement, ça restera indispensable. Moi là-dessus, je suis tout à fait d'accord, ça restera un service public. La réalité, c'est surtout que les nouvelles générations écrivent, y compris pas uniquement à sa grand-mère, mais écrivent peu ou pas du tout sur du papier. En tout cas, on est sur les mails, on peut faire de belles choses, mais l'écriture, tout ce qui est épistolaire, c'est en train de disparaître de ce point de vue-là, et c'est un sujet pour la Poste qui doit à la fois être moderne, opérationnel, et en même temps ne pas coûter trop cher, et pourtant continuer à assurer ce service. Et alors en effet, ils s'occupent des personnes âgées, ils livrent des repas, ils font de l'aide paramédicale même parfois. Maintenant, il y a des limites à tout ça, et le service public demeurera. On n'est pas sur les mêmes dimensions que le Danemark qui lorgne vers le Groenland, d'accord, mais ça représente une très petite proportion de gens voilà. Donc vous avez des mais c'est un villages, casse-tête, quoi. Il n'y a pas de choses acquises comme ça définitives, de jugement définitif sur ce sujet. Vous avez un service qui aujourd'hui n'est plus rendu dans de nombreuses régions de France, dans des petits villages. Parfois mal rendu, mais sincèrement, les postiers font un boulot quand même. Moi, Laurence, je suis d'accord. Il y a une problématique syndicale et il y a une problématique de flemme, peut-être parfois. Mais il y a
dans un service public, mais il y a une réalité opérationnelle quotidienne tout de même. Je n'ai pas le chiffre en tête du nombre de courriers qui sont... Moi, j'habite en partie à la campagne, en Normandie, dans le Perche. Je peux vous dire que le courrier, il est, même en ce moment avec la neige, il est à 1 jour sur 2 au lieu d'être tous les jours, mais ils assurent, ils font un sacré boulot, les postiers. Moi, je peux vous dire que dans le Cher, dans le village où habite partie de ma famille, il y a une poste qui est ouverte ça, c'est autre chose. Quand c'est possible, quand il n'y a pas les vacances, quand il n'y a pas la formation, quand il n'y a pas... Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est une personne âgée et qu'on n'a pas les moyens? Il y a la livraison, c'est ça dont je parlais. Ah oui, d'accord. Et là, c'est assuré et ils font un sacré boulot. Et puis, il y a le fait que dans la réorganisation, eh bien, il y a des bureaux qui ont disparu pour laisser mais vous avez raison, à plus grande distance. Ça fait partie des questions de désertification rurale dans ce pays. On se retrouve dans un instant avec la suite de votre zapping, Gilles, et nos débats. On va pas les agriculteurs qui se mobilisent autour de Toulouse et dans toute la région du Sud-Ouest. Ils sont déterminés. 0826 300 300, vous nous dites que vous les soutenez à 100%. Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui avec Lucas Planavergne, journaliste au JDD, Thierry Guerrier, journaliste, Laurence Saillet, chroniqueuse politique et ancienne députée européenne, et Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Bonjour Mathias, vous venez de nous retrouver. On continue le zapping avec Gilles. Et oui, je vais aussi vous suggérer peut-être une idée pour la France depuis hier, et c'est une révolution à la télé anglaise, mais aussi sur tout Internet anglais, sur tous les sites Internet anglais. Il est interdit de faire de la publicité pour la malbouffe. Fini sur les chaînes de télévision, les nuggets, les boissons sucrées, les bonbons, les gâteaux et les images de fromage coulant sur la pizzeria. Ce genre d'images léchées, travaillées pour ouvrir l'appétit, on ne les verra plus sur les écrans britanniques avant 21h. Les autorités sanitaires ciblent tous ces produits particulièrement gras ou sucrés qui concourent à l'épidémie d'obésité chez les enfants. À 6 ans, 1 élève sur 10 est obèse au Royaume-Uni. L'interdiction des publicités le soir à la télé, mais aussi toute la journée sur les réseaux sociaux, était très attendue. C'est très bien, j'ai 2 jeunes enfants, donc c'est génial cette mesure. Le problème, c'est qu'ils verront des pubs ailleurs. Mais au moins, à la télé, il n'y en aura plus. C'est facile pour des enfants de manger mal. Ils sont bombardés constamment par la publicité. Mes propres enfants ne mangent pas de légumes. Ils prennent des nuggets, ils vont à la facilité. En France, l'obésité des enfants est 2 fois moindre qu'au Royaume-Uni, mais elle augmente. De nombreux nutritionnistes militent pour un contrôle de la publicité sur la malbouffe, ciblant les plus jeunes. Est-ce que la France doit suivre cet exemple? Laurence, vous avez été nutritionniste. Oui, ça tombe bien aujourd'hui. Vous voyez, tous mes métiers sont mis sur la table. Alors moi, je trouve, j'aime pas les interdictions là, mais pour le coup, je trouve ça très bien. Et beaucoup mieux que le Nutri-Score qui est totalement inutile et fallacieux d'ailleurs, parce qu'il vaut mieux manger un morceau de comté Nutri-Score DE de bonne qualité plutôt qu'un fromage frelaté allégé fait avec les restes du lait. Mais en tout cas, il faut essayer de remplacer cette publicité pour la malbouffe par des petites choses utiles, des petites méthodes. Et je vois quand même sur les réseaux sociaux, c'est le côté positif, de plus en plus de jeunes qui se mettent en cuisine avec les recettes simples, les recettes économiques, où on retrouve en fait la facilité de se fabriquer les choses. En plus, ça coûte moins cher, ça prend pas beaucoup plus de temps parce qu'il y a des choses très faciles à faire. Et moi, j'encourage justement à développer cette communication qui est en train de se faire. Il y a quand même pas que des choses nulles sur les réseaux sociaux, où on retrouve le moyen de cuisiner simplement et c'est devenu une mode. C'est une question de transmission aussi, parce qu'interdire les publicités, c'est une chose. Mais bien sûr, avec ses enfants, il faut essayer au maximum, parce que le moment de faire de la cuisine, en fait, c'est un moment partagé avec ses enfants, c'est un moment utile, parce que de toute façon, on doit la faire, et les gamins adorent ça, et dès qu'ils savent cuisiner un peu, et ben aussi, ils ont envie de manger des meilleures choses. Dites-nous ce que vous en pensez, 0826 300 300, Mathias, interdiction moi, de ces publicités pour la malbouffe. En bon libertaire que je suis, je trouve qu'interdire n'est jamais une solution. Donc, il y a peut-être un oui mais sur... alors là, ça se passe en Angleterre. En France, c'est un syndrome particulier. Dès qu'on quelque chose ne plaît pas, on interdit. Et je trouve que l'interdiction est le symptôme d'un échec total d'éducation. C'est-à-dire que plutôt qu'interdire, on devrait mettre l'effort sur éduquer, apprendre à comment bien manger, bien se nourrir. Et comme on veut pas faire cet effort, on se donne bonne conscience en interdisant la publicité.
À mon avis, c'est complètement inutile parce que de toute façon, dans la rue, les McDo seront là et les produits sont toujours là. Donc, si on doit interdire, à la limite, j'ai envie de dire, quitte à interdire, autant interdire ces produits s'ils sont mauvais. Mais interdire la pub, franchement, c'est un cache-misère, quoi. Oui, non. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que je suis assez sceptique sur l'utilité réelle de cette interdiction et surtout dans le son que vous avez passé. Ce qui m'interpelle, c'est que les témoignages, on dirait que les enfants mangent tout seuls. C'est-à-dire qu'ils décident eux-mêmes, ils vont dans le frigo, ils se font des nuggets. Enfin, je veux dire, c'est d'abord aux parents effectivement d'éduquer leurs enfants et de leur donner de la nourriture saine. Donc, mais, pardon, mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire tous les trois, vraiment. Mais en l'occurrence, c'est un peu cette façon de réagir quant à ces pubs. Eh bien, malheureusement, ces pubs sont assez proches de la réalité. C'est-à-dire que, en particulier chez les anglo-saxons en Europe, mais aussi aux États-Unis, il y a une très grande vague qu'ils ont analysée, c'est que nos comportements quotidiens, c'est de ne plus cuisiner, et c'est surtout à cause du travail, de la pression, alors surtout dans des pays où on travaille plus qu'ici, ou avec au moins autant de pression, si ce n'est davantage, eh bien le repas est un moment où, même si on cherche à ce qu'il soit un peu plus savoureux et cuisiné, c'est que ce soit déjà rapide et déjà prêt. Ouais. Et donc, quand je parlais du monde anglo-saxon, la Grande-Bretagne, Londres, c'est la capitale d'une des plus grosses marques que je ne citerai pas, de plats préparés à l'avance, livrables. Et ça devient une mode dont la nouvelle génération s'est emparée. Et donc, quand tu dis par exemple, Lucas, je dis tu ou vous, quand vous dites, Lucas, on dirait que les gosses se préparent à manger tout seuls. Eh ben oui, en partie. Et ce grand mouvement commercial est beaucoup moins fort en France, mais déjà, ça existe pas uniquement pour faire du comme j'aime ou j'aime pas, pour maigrir. Non, c'est pas ça le sujet. C'est juste que faut aller vite. Bon, alors justement, ils essayent de nous séduire avec des pubs pour nous dire mais c'est cuisiné, c'est savoureux. Non, la réalité c'est qu'on est face à un phénomène de civilisation, au moins dans tout l'Occident, et que est-ce qu'il va s'emparer? En France, on résiste, mais et la question de l'incitation, malgré tout, même si Mathias a raison, elle est importante, et c'est pour ça que je rejoins Laurence. Une auditrice me dit les parents doivent éduquer leurs enfants, mais ce sont les premiers à aller dans cette malbouffe. Mais voilà, elle a raison. Juste pour répondre en une phrase, je pense qu'il y a une solution assez simple pour pallier ce problème, c'est que où passent le plus de temps les enfants et les jeunes? À l'école. Et donc je pense que l'enjeu, c'est qu'à la cantine, ils mangent bien à la cantine. Alors là, je vais mettre un bémol, c'est parce que les parents attendent tout de l'école. Moi, je travaille dans les restaurants scolaires, on équilibrait les repas le midi, il fallait faire le menu pour le soir, après il fallait donner les consignes pour le petit déjeuner. Bon, la règle simple, prendre une bonne baguette de pain avec une bonne tranche de jambon, du beurre et des cornichons, je vais vous dire, c'est meilleur que toute cette malbouffe. Mais le fait d'arrêter la pub, ça aide quand même les parents, parce que même moi, ma fille elle a 10 ans et je passe beaucoup de temps là-dessus. Quand elle voit une pub, elle me dit maman, je t'en supplie, ça a l'air super bon. Donc bien sûr, je cède pas, mais si elle voyait pas la pub, ça me faciliterait la vie de lui dire tu vois, on a du poulet, on va mettre de faire de la panure et on va les faire nous-mêmes nos nuggets. Gaëlle est en ligne avec nous. Gaëlle, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pour ou contre l'interdiction de la publicité pour les produits gras et sucrés? Alors moi je suis 100% pour. Je suis maman de 2 jeunes adolescents et je vous cache pas que ça me complique effectivement la vie, ces publicités, parce que en fait j'ai l'impression que ça me ruine tous les efforts que je peux faire à la maison. Quand j'essaie de leur faire manger de bonnes choses, alors ils apprécient comme je l'ai fait, et il va falloir qu'il y ait une pub qui passe à la télé, et alors là, mais maman on aurait pu faire ça, c'était quand même meilleur. Non en fait. Et s'ils l'avaient pas vu, il y aurait pas eu le problème. Non mais bon, après c'est vrai que c'est ce que disait Laurence. Merci Gaëlle de votre appel. Gilles, j'ai un dernier son rapidement. J'ai une autre idée à vous soumettre à nos débatteurs. J'ai plein d'idées sur ce qui se passe en télé. Si on payait les amendes en fonction de nos revenus, alors attention, ça peut faire mal, pour seulement avoir roulé à 77 km/h au lieu de 50, eh bien un Français doit payer en Suisse 95 000 € d'amende. Doit-on payer nos amendes en fonction de nos revenus? 27 km de plus, c'est beaucoup. C'est beaucoup, je suis d'accord. On écoute. C'est dangereux. Il devait être... C'est dans la ville paisible de Lausanne qu'un conducteur français a un peu trop appuyé sur l'accélérateur. Flashé à 77 km/h au lieu de 50, il vient d'être condamné à payer une amende de 95 000 €. C'est assez abusé, je pense, comme amende. Ouais, c'est un peu exagéré. C'est très cher. C'est cher, mais en Suisse, les amendes sont calculées selon les revenus.
L'automobiliste de Lausanne est multimillionnaire, il va donc payer 10 000 € tout de suite. Les 85 000 € restants sont en sursis, il ne les paiera qu'en cas de récidive. Mais ça a été évoqué par le gouvernement, ça. En fait, non, pas en fonction des revenus, c'était en fonction des excès de vitesse, effectivement. Mais oui. Ça, c'est plus logique. Oui. C'est-à-dire, plus l'infraction est forte. Mais si on rentre dans ce système, c'est complètement stupide. Dans ce cas-là, le but en France, ça sera de plus gagner d'argent, en fait. Oui. Parce que si vous gagnez pas d'argent, vous avez des allocs, vous avez des APL, vous avez des aides, vous avez un tas de choses. Donc, en fait, le truc, ça va être gagner moins d'argent. Comme ça, si vous faites des excès, vous serez moins taxé. Laurence, franchement, quand on roule en Lamborghini ou en Porsche et qu'on croit que à 130 balles, c'est facile finalement de rouler, il y a peut-être une limite. Il y a quand même des retraits de points et tout qui font que de toute façon, si vous êtes en Lamborghini ou en Porsche, vous n'allez pas non plus vous dire que vous pouvez mettre à pied, y aller à fond, parce que de toute façon, nous, on a le système des points. Donc le système des points, il est quand même pesant et important. Donc si on met tout avec les revenus, et puis il y a d'autres sanctions, évidemment, notamment s'il y a des choses plus graves qui arrivent, mais je pense qu'il faut arrêter de tout étalonner sur les revenus parce qu'on va vouloir tirer la France vers le bas et de pas tirer la France vers le haut. Lucas ? Non, c'est vrai que le coût de l'amende est extravagant, mais une fois qu'on a entendu le sujet, qu'on entend que cet automobiliste est multimillionnaire, c'est vrai que mes yeux sont secs pour le coup. Après, je suis assez d'accord. Je pense que c'est plus utile de retirer le permis, par exemple, en cas d'un excès de vitesse très important, que de mettre une amende en fonction des revenus. Ouais. Oui, la logique, c'est effectivement que l'amende soit dissuasive, et comme il a été dit, celui qui roule en Lamborghini ou en Ferrari, une amende à 130 €, c'est pas dissuasif. Donc la logique est celle-là. Alors effectivement, en France, on a il y a la saisie du véhicule, il y a des choses qui sont quand on vous saisit votre Lamborghini. Après, que ce soit proportionnel, finalement, c'est la logique de l'impôt, quoi. C'est-à-dire que l'impôt est proportionnel. Mais là, c'est pas un impôt. Une amende n'a jamais été un impôt, c'est deux systèmes totalement différents. C'est la même logique, la proportionnalité. Pourquoi pas moi, je trouve pas ça inconcevable, même si ça peut paraître en l'espèce sur ce cas-là 95 000 € pour une amende pour un dépassement de 30 km/h, ça paraît dingue, effectivement, mais ça peut s'entendre. Allez, on se retrouve dans un instant après le rappel des titres. On va être en liaison avec Christine Bouillot pour parler de la mobilisation des agriculteurs. Ils sont déterminés. Et puis Brigitte Bardot qui sera inhumée aujourd'hui. Son cercueil est en train d'arriver en ce moment même à l'église où doit lui être rendu ce dernier adieu. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec Lucas Planavergne, journaliste au Journal du Dimanche, Thierry Guerrier, journaliste, Laurence Sayet, chroniqueuse politique, ancienne députée européenne, et Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Nous sommes le 7 janvier. Une pensée pour les dessinateurs de Charlie Hebdo, ceux qui ont été assassinés le 7 janvier 2015. C'est vrai que l'année dernière... Il y a des cérémonies en ce moment même, d'ailleurs. Il y a une cérémonie, c'est vrai que l'année dernière, il y avait eu beaucoup de manifestations pour les 10 ans. Oui, bien sûr. Mais c'est pas parce que c'est pas une date une date ronde qu'il ne faut pas y penser. On rappelle qu'ils ont été sauvagement assassinés. Donc j'ai une pensée pour les Cabu, Sharp, Wolinski et autres. Je ne vais pas tous les citer, Bernard Maris, Elsa Cayade. Bon, on a commencé à les citer, mais on a une pensée. Et le policier qui a été tué aussi. Absolument, pensée pour eux aujourd'hui en ce 7 janvier. On va parler de nos agriculteurs avec Christine Bouillot. Le compte n'y est pas sur le Mercosur. Alors, projet suspendu, projet aménagé, mais est-ce que c'est reculé pour mieux sauter? En tout cas, les agriculteurs sont mobilisés. 0826 300 300. Appelez-nous si vous êtes agriculteur en particulier et pour nous dire votre détermination. Et puis, la réunion hier à l'Élysée, plusieurs milliers de soldats qui pourront être déployés pour maintenir la paix en Ukraine. Est-ce que Emmanuel Macron a les moyens de ses ambitions? C'est la question qu'on peut se poser ce matin. Christine Bouillot est en ligne avec nous. Bonjour Christine.
Bonjour Valérie, bonjour à tous. Donc, dites-nous où vous êtes et ce que vous voyez. Voilà. Alors, je suis avec le convoi d'agriculteurs parti très tôt ce matin au nord de Toulouse en direction du Tarn sur cette autoroute A68 qu'ils ont réussi à prendre. Alors, il y a une vingtaine de tracteurs avec des remorques, des bennes, du foin évidemment. Et l'objectif, c'était de rallier Toulouse et le périphérique. Et à seulement 200 mètres du péage, les forces de l'ordre, des gendarmes ont bloqué l'accès et donc l'autoroute est tout simplement coupée dans le sens Albi-Toulouse. Des agriculteurs qui ont installé un feu, qui coupe des branches et qui font un feu pour se réchauffer. Mais derrière eux, il y a une file ininterrompue de véhicules qui est donc bloquée depuis 2 heures, 3 heures maintenant. Des véhicules, des particuliers, des commerçants, etc. qui se demandent ce qui s'est passé, mais qui comprennent la mobilisation de ces agriculteurs. C'est une journée particulière ici autour de Toulouse puisque les 4 syndicats représentatifs de la profession, je rappelle la FDSEA, les jeunes agriculteurs, la coordination rurale et la Confédération paysanne, ont décidé de mener une action commune depuis tous les départements et de rejoindre Toulouse pour aller crier leur colère, eux qui sont empêtrés dans cette affaire de dermatose depuis maintenant 1 mois. Qui ne comprennent pas la gestion de cette crise sanitaire et qui aussi s'inquiètent fortement de la conséquence de la signature prochaine du Mercosur, de la renégociation également de la PAC qui va démarrer à Bruxelles. Bref, beaucoup de sujets de préoccupation et l'ordre avait été donné par le préfet de ne pas permettre à ces agriculteurs de rentrer sur le périphérique de Toulouse. Alors je vous laisse imaginer les blocages qu'il y a actuellement. Plusieurs agriculteurs ont été interpellés, m'a-t-on dit, du côté de Balma-Gramont, qui est une porte d'entrée de Toulouse. Ils ont été interpellés et emmenés au commissariat pour vérification d'identité, puisque cette manifestation était interdite, ce que ne comprennent pas les agriculteurs. Ils disent on veut simplement pouvoir manifester notre colère et aujourd'hui on nous interdit tout simplement de pouvoir le faire. Donc c'était un sentiment d'injustice, de colère. Et du côté des automobilistes, je vais vous dire, je n'ai pas vu quelqu'un leur demander de bouger, de s'énerver. Les gens attendent, les gens sortent de leur véhicule, vont discuter avec eux et comprennent leur mobilisation. Beaucoup m'ont dit il faut que ça change. Ils ont raison, ils nous nourrissent. Oui, on est bloqué, oui, on est embêté, mais il faut que ça change. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà mais ils ont le sentiment d'être entendus ou pas ? Non, parce que évidemment, s'ils sont sur la route, ils ont ce sentiment de ne pas être entendus. Ils ont été reçus par le Premier ministre, vous le savez. Ils ont été reçus par le préfet. Cette gestion de la dermatose ici dans la région est particulièrement difficile, parce que il y a encore eu des abattages de troupeaux en début de semaine en Ariège, alors que la campagne de vaccination et les animaux étaient vaccinés. Donc, ils se demandent comment se fait-il que ce virus continue de circuler et empêche finalement la profession de continuer à travailler, puis ils sont inquiets pour leur avenir tout simplement. C'est une profession véritablement en colère, mais retenons que c'est intersyndical ici en Occitanie. C'est tous les syndicats, il n'y en a pas un par rapport à l'autre, qui sont mobilisés, donc ça veut bien dire aussi quelque chose. Et ils ne comprennent pas que les préfets aient interdit d'accéder au périphérique toulousain. Alors évidemment, il y a la liberté de circuler, la liberté pour tous les Toulousains de pouvoir se véhiculer, mais ils avaient l'intention de faire une opération escargot, de se montrer, de faire quelque chose qui interpelle. Et là, actuellement, ils sont tous bloqués, que ce soit du côté du Gers, du côté du sud de Toulouse, de l'entrée par le côté de l'Ariège. Ils sont interdits d'approcher par les forces de l'ordre. Merci Christine. Et puis je rappelle qu'on pourra vous retrouver tout au long de la journée, évidemment, sur Sud Radio pour suivre cette mobilisation qui est importante. Laurence Saillet. Oui, tout à fait. Et le problème est très grave et très profond. C'est pour ça que c'est inquiétant, c'est qu'on ne va pas pouvoir le résoudre en un claquement de doigts. En Europe, on a voulu être des exemples, des modèles sur l'environnement. Il y a des bonnes choses qui sont votées, mais il y a aussi des choses totalement abusives. Moi, au Parlement européen, j'avais en charge les textes, par exemple, sur les emballages. Vous voyez, pour limiter les emballages. Ça touche beaucoup l'agriculture, puisqu'on parle d'un certain nombre de produits. Donc, non seulement on se fout des normes parfois totalement délirantes, et le pire, c'est qu'en France, on surtranspose les directives. C'est-à-dire qu'on aggrave notre situation parce qu'on veut être des modèles, si vous voulez, par rapport à tous ces sujets. Et donc, on impose à nos agriculteurs français des normes encore supérieures à ce qui a été imposé par l'Europe. Je vais vous expliquer quand même le comble du comble. Moi, j'ai été amenée à voter
pour durcir parfois des réglementations européennes pour permettre à la France de redevenir compétitive par rapport aux autres pays européens. Vous vous imaginez? C'est-à-dire que j'étais obligée de durcir les normes européennes parce que comme la France avait encore plus durci déjà auparavant pour que nos agriculteurs français retrouvent de la compétitivité. Donc tout ceci c'est fait par des technocrates totalement déconnectés, qui n'ont pas vu un moindre agriculteur, qui se prennent pour des écolos, mais en fait... Voilà, ils font le bien, mais ils sont déconnectés totalement et sur un certain nombre de sujets. Donc moi, j'étais ahurie. Par exemple, je vais vous donner juste un exemple, et j'en finirai là-dessus. Sur le texte des emballages, on avait interdit les emballages en bois. Et donc, au Parlement européen, quand j'ai eu ce texte, j'ai dit, mais comment on va faire pour le camembert, le maroilles, les huîtres? Et là, on m'a dit, ah bah ouais, mais en fait, on n'y a pas pensé. Des années pour faire ce texte. Ce sont les Américains qui m'ont aidé à faire tomber en fait cette absurdité. Les Américains en France, tout le monde s'en foutait du sujet. Je crois que les médias en ont un tout petit peu parlé, mais ce sont les Américains qui ont fait tout un pataquès en disant regardez, une députée française veut sauver les camemberts en gros. Mais heureusement qu'ils étaient là, sinon on n'aurait pas réussi à exempter les emballages à bois. On préférait du plastique qui était recyclable. Pour nos camemberts, notre maroilles et nos huîtres, pour vous montrer quand même la déconnexion de ces gens. Suite à l'intervention de Christine, nos auditeurs ont réagi. Martine nous dit, voilà, c'est bien les flics qui bloquent. Et Thomas nous dit, la police n'est plus au service des citoyens, mais au service du pouvoir. Et il pose également la question que je vous pose, est-ce que Macron a peur des agriculteurs? Vous avez 2 heures. C'est dangereux. Oui, bien sûr qu'il en a peur. C'est un peu comme les étudiants, quand ils sortent du tube, on les fait pas rentrer dedans. Déjà, il y a un horizon qui est l'horizon du salon de l'agriculture qui aura lieu dans un mois à peu près, je crois, ou un peu plus d'un mois, et qui est le grand rendez-vous des agriculteurs à Paris. Donc il y a une énorme pression, et puis il y a ce spectre d'une agrégation des colères, comme il y a eu avec les Gilets jaunes, et bien évidemment que le gouvernement et l'exécutif marchent sur des œufs ou sur de l'huile sur le feu, quoi. Donc ça, je pense qu'effectivement aujourd'hui le pouvoir a très peur que ça dégénère. Alors on cherche à gagner du temps d'une façon pas très maligne. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Laurence sur les normes, auquel je souscris, qui est complètement dingue. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il faut rappeler que le Mercosur permettrait à des pays tiers, étrangers, d'importer des produits qui ne répondraient pas à ces normes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas astreindre... C'est déjà le cas, hein. Oui, mais ça ne va pas changer grand-chose, c'est déjà le cas. Donc ce qui est dingue, c'est que non seulement on a des normes de fou, mais on n'astreint pas les autres pays à respecter ces normes-là. Donc il y a quelque chose d'absolument absurde. On va en reparler dans un instant, et on aura Pascal en ligne qui est du côté de Toulouse. Est-ce que le gouvernement a vraiment compris ce que veulent les agriculteurs? 0826 300 300, et puis on parlera également de l'hommage rendu à Brigitte Bardot aujourd'hui, dernier hommage, puisque ses obsèques sont célébrées en ce moment même à Saint-Tropez. Dites-nous ce que représentait Brigitte Bardot pour vous. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour dans le studio de Sud Radio. Alors la question que vous posiez, Gilles, est très légitime. Est-ce qu'Emmanuel Macron a peur des agriculteurs? Est-ce que le gouvernement a compris cette colère? On a Pascal en ligne avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour Valérie, merveilleuse émission depuis 7h du matin que j'écoute. Merci. Voilà, donc là moi je suis pas sur Toulouse, parce que malheureusement avec Alain Bagot je suis obligé de rester chez moi, et je suis pas agriculteur, mais je les soutiens. À savoir que je suis depuis le mois de décembre, je suis régulièrement le direct d'Olive Olive et puis d'un autre groupement. Et ce matin, quand ils sont arrivés, il faisait nuit, ils avaient déjà les gendarmes mobiles. Ce ne sont pas des CRS, ce sont les gendarmes mobiles. À bien faire la différence. La gendarmerie mobile, c'est la police du Petit Prince. Donc c'est la gendarmerie qui existe depuis des siècles. Voilà. Par contre, le souci, c'est que ils ont discuté. La vidéo est très claire. Ils ont discuté. Ils expliquaient. Le
le gendarme, le gradé est venu les voir. Est-ce que vous voulez que je remonte une information? L'information, ce qu'ils voulaient, c'était rejoindre leurs collègues sur Toulouse. Bien sûr, il y a 400 tracteurs actuellement de bloqués avec des taxis. Le problème, c'est que là, on nous dit, comment vous expliquez bien les choses, est-ce que Macron a peur? Oui, Macron a peur. Il sort des centaures. C'est l'armée. Il sort un gars, on voit la vidéo, qui a un HK 308, c'est une arme de guerre. Cette arme de guerre, en plus, c'est l'armée, c'est l'Allemagne qui nous l'a produit. Vous voyez l'Europe, vous voyez la France, on n'a plus rien. Et là, on veut casser l'agriculture. Alors, est-ce qu'on casse l'agriculture, Thierry Guerrier? Est-ce que le gouvernement a compris les récriminations, les demandes des agriculteurs? Vous vouliez revenir sur le Mercosur, parce que c'est aussi de ça dont il est question. Il y a la dermatose, mais il y a aussi le Mercosur, cet accord qui doit être ratifié dans les jours qui viennent. D'abord, franchement, une remarque sur l'équipement de la gendarmerie. La gendarmerie, qui est une des deux polices de ce pays, qui est militaire en effet, elle a l'équipement qu'elle a pour faire son travail. Elle n'est pas... Bon, bref, on est dans la pure démagogie. Maintenant, sur le Mercosur, il y a des enjeux considérables qui sont à la fois la problématique dans laquelle se trouve toute l'agriculture française aujourd'hui et les différentes filières. Il faut continuer à produire, il faut nourrir, et il faut de la qualité, une des meilleures qualités au monde et une des meilleures sécurités alimentaires au monde. C'est ça l'agriculture européenne en général, et surtout l'agriculture française, l'agriculture italienne aussi, à certains égards. Donc, pour produire. Et en même temps, il faut continuer à exporter, parce qu'il y a de la demande dans tous les domaines. Le lait, tout ce qui est légumes, évidemment, les céréales, énormément, et puis bien sûr la viande, et puis nos vins et spiritueux. On exporte et on a besoin de continuer à exporter. Donc c'est un casse-tête ce Mercosur, parce qu'en effet, il peut réduire les exigences de sécurité et de qualité pour des produits que nous importons ou que nous importerions avec le Mercosur, et pourtant c'est dans des pays où on a envie, où certains de nos filières, les mêmes qui critiquent, veulent exporter. Donc c'est un casse-tête, mais c'est le libre-échange. Alors on est face à des dossiers où, cas par cas, il faut décider, c'est compliqué. Alors maintenant, quant à la peur des agriculteurs, c'est Mathias qui a raison. Il y a un risque d'agrégat, mais en même temps, ça fait des années. Ce qui m'a frappé, moi, c'est l'unité syndicale pour la première fois, dont nous a parlé Christine, spécifiquement dans le sud-ouest. Et ça, c'est un élément intéressant, parce que, il faut bien le dire, les FDSEA ou les jeunes agriculteurs, qui sont largement majoritaires, c'est 90% à peu près dans ce pays, des agriculteurs, ne sont pas des casseurs, ils sont sérieux, et eux sont souvent hostiles à cette campagne un peu anti-science, qui va contre les préconisations des vétérinaires, qui eux savent de quoi ils parlent, les vétérinaires et les biologistes, qui vous disent oui, il faut abattre, avec tout le drame que ça représente. Personne ne dit le contraire, mais ces agriculteurs-là, ils l'ont fait en Savoie par exemple, ils le font en Espagne, ils le font dans beaucoup de régions, ne transportent pas leurs bêtes malades, même cachées, parce que certains le font, c'est irresponsable, ils disséminent la maladie. Et ces agriculteurs-là, moi je dis chapeau, parce que même avec toute l'émotion que ça a suscité, ils disent à leurs collègues faut en passer par là. Et moi je les respecte énormément. Alors on vient d'apprendre que les vaches ne participeront pas au concours du salon de l'agriculture. Il y aura une présence limitée et symbolique. C'est normal, vous imaginez le risque qu'on prendrait simplement pour la beauté du geste. Lucas, sur la mobilisation des agriculteurs. Oui, plusieurs choses. D'abord sur la peur d'Emmanuel Macron. Je pense qu'effectivement il a peur, et c'est pour ça que depuis plusieurs semaines on assiste à un grand théâtre politique. Chacun y va de son petit commentaire, parce que c'est populaire, c'est simple de choyer médiatiquement les agriculteurs, mais dans les faits, on voit pas grand-chose qui change. On voit le gouvernement qui dialogue, qui promet, mais qui n'obtient pas grand-chose finalement. Alors là, on a une suspension de l'importation de certains produits, mais c'est qu'une suspension, tout comme on avait une suspension... vous diriez il n'y a rien. Là, il y a un peu, vous dites il n'y a rien. Mais c'est pas sérieux. C'est de la démagogie. Non, mais peut-être que c'est de la démagogie si vous voulez. Mais moi, quand j'entends suspension, j'entends qu'il n'y a pas arrêt total. Suspension, ça veut dire que ça va reprendre. Et c'était la même chose avec la signature du Mercosur. C'est-à-dire que pendant les fêtes, on a eu suspension pour calmer le jeu. Absolument. Et maintenant, on reprend de plus belle. Mais c'est pas un homme qui peut décider. Parce que moi, quand on dit Emmanuel Macron a peur, c'est pas il a peur. Il est président de la République et il se doit et notamment, il y a un ministre de l'Intérieur aussi qui gère les problèmes de sécurité, ministre de l'Agriculture, et on se doit quand même de ne pas laisser tout faire. Moi, j'attire l'attention parce qu'il y a beaucoup on va dire, une personne a été citée en particulier là tout à l'heure avec des vidéos qui essaient de focaliser sur des actions de la police
police qui serait violente ou de la gendarmerie. Ce sont des gens qui traitent de tous les sujets, qui sont des gens très dangereux, qui font monter des vidéos sur les réseaux sociaux pour laisser penser que les forces de l'ordre agiraient de manière déconnectée. Attention à cette propagande. J'ai eu affaire en particulier à cette personne qui a été citée tout à l'heure, et je peux vous dire que c'est des gens qui interviennent, qui étaient sur les vaccins au moment du Covid et ça. Ce sont des influenceurs de mauvaise posture, et ils montrent des images qui sont parfois faussées ou sorties de leur contexte pour remettre en cause l'État, l'ordre et la République. Mais pardonnez-moi pour répondre là-dessus, Valérie. Sincèrement, loin de moi l'idée de m'en prendre aux gendarmes qui appliquent les consignes de l'État, bien sûr. Mais on peut pas s'offusquer non plus que les citoyens soient étonnés de voir des blindés déployés contre les agriculteurs, alors qu'on les déploie pas contre les narcotrafiquants. Ils sont pas déployés contre, ils sont là pour empêcher le blocage complet. Mais d'accord, mais pourquoi ils sont pas là pour empêcher, par exemple, ils le font aussi. Les supporters algériens de tout casser. Ils le font aussi. Ça c'est démagogique, parce que vous pouvez pas remettre en cause l'action des forces de l'ordre contre les trafics de drogue. Mais si, parce que quelque part vous insinuez ça. Mais quand on est contre un tracteur, c'est pas la même chose quand on intervient pour bloquer. C'est normal qu'il y ait des forces de l'ordre. Quand on met le feu devant des journaux, devant je sais plus quel journal, il y a eu le feu devant, c'est normal qu'on intervienne pour arrêter ça. On peut pas non plus tomber dans la violence. Si jamais vous êtes menacé demain, ce n'est pas le sujet. Si, c'est le sujet. Mais non, bien sûr que c'est normal qu'il y ait des forces de l'ordre. Et d'ailleurs, quand il y a eu la colère agricole juste avant les fêtes, on avait fait un article justement pour citer le JDD, on avait fait un article qui expliquait que les gendarmes étaient très gênés de voir face aux agriculteurs. Ça repose la question qui a été posée tout à l'heure, c'est savoir quel usage on fait de la police. Est-ce qu'il y a un usage politique de la police et de la gendarmerie au service du pouvoir, ce qui est toujours la tentation, ou est-ce qu'il y a un usage justement, quelle est l'atteinte à l'ordre public là? Bloquer des routes, c'est l'atteinte à l'ordre public. On le dit, la correspondante le disait elle-même, les gens s'en offusquent même pas. Pardon, mais même la personne qui râlait tout à l'heure en direct, même l'auditeur, lui-même racontait que le gradé est venu, il a discuté. De quoi on parle? Il n'y a pas eu de face à une police républicaine. C'est la police républicaine. On marque une pause, on aura Eric avec nous, et puis hommage à Brigitte Bardot. En ce moment, la cérémonie vient de commencer. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on a un appel à propos de la mobilisation des agriculteurs. Eric, bonjour, vous nous appelez de Saint-Rémy de Provence, vous êtes maraîcher. Oui, bonjour Valérie, bonjour à tous vos invités. Bonjour. Bonjour. Oui, j'appelle parce que j'étais en train de rouler, là je suis maraîcher donc dans les Bouches-du-Rhône, et justement pour réagir à tout ce que j'entendais. Alors j'ai pas d'avis ni d'opinion sur cette maladie bovine parce que je suis ni biologiste ni vétérinaire. Oui. Le Mercosur, c'est vrai ce que disait votre invité, c'est extrêmement compliqué à gérer puisqu'on en a besoin pour l'industrie, mais elle est extrêmement pénalisante pour l'agriculture, et le problème c'est que chaque fois qu'on a des accords avec des pays étrangers, l'agriculture elle en paie quand même un lourd tribut. Oui. Bien sûr. On a une agriculture qui est très développée, qui est d'un point de vue sanitaire avec des normes très élevées, sauf que l'année dernière, pour la première fois, on a moins produit que ce qu'on a importé. Donc c'est juste impensable quand on regarde en arrière et l'agriculture qu'on avait jusqu'à il y a 30 ans. Mais ça vaut pour l'industrie et ça vaut pour tout ça. Juste en ce qui concerne la mobilisation, moi je voudrais dire, je suis adhérent en Fédération nationale, mais adhérent parce que localement, on a des gens qui bougent pour syndicats, j'ai aucun a priori. Un paysan CR ou un paysan confédération, il est paysan comme moi, j'ai pas de problème politique avec ça de là. Et je dis à tous mes collègues que quand même pour taper un grand coup sur la table en 2026, ça serait bien qu'il n'y ait pas de paysans au salon, puisqu'il y aura pour des raisons sanitaires tout à fait logique pas de vaches au salon. Mais je pense que si on n'avait pas un seul paysan au salon, quand même d'un point de vue politique, il serait extrêmement emmerdé pour toucher le monde agricole. Taper le cul de la vache, personne ne sait le faire. Il y en a qu'un, c'était Chirac, de toute façon. Mais personne n'est capable de venir à un salon si on n'a pas de salon. Si on n'a pas de paysans au salon. Au salon, on n'a plus que de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. L'année dernière, on a le Maroc, invité d'honneur. Alors c'est très bien, on se trouve au monde et c'est un salon mondial, j'en suis convaincu. Sauf que c'est quand même un des principaux concurrents sur le marché de la tomate et du maraîchage. Et on a l'impression qu'on se tire une balle dans le pied surtout, et on est capable de tout faire et très bien faire avec des normes sanitaires très très hautes. Donc on tape un grand coup, pas de paysans au salon, et on verra comment le monde politique va réagir. Parce qu'il faut qu'ils réagissent très très vite. On a un monde agricole où on a un suicide et demi par jour. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de professions qui perdent
qui perdent un de leurs professionnels. Oui, il y a les policiers aussi. Pour cette raison-là. Les policiers, voilà, je sais que le pays va mal de toute façon, hein, mais enfin, perdre l'agriculture, non, mais c'est effectivement... c'est hallucinant. C'est effectivement une question qui peut se poser. Je vous voyais hocher de la tête. Merci de ce témoignage, Éric. Boycotter le salon de l'agriculture. Moi, je trouve que je comprends ce que dit. D'abord, il y a encore, j'y vais tous les ans, énormément de paysans évidemment qui viennent et qui exposent. Mais il y a beaucoup d'agroalimentaire, mais parce que tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le produit fini, on nous le vend, c'est ce qui nous nourrit. Maintenant, moi, j'entends ce que dit monsieur, et je trouve ça très malin. C'est une façon de dire, tout en restant civil, respectueux des lois, de dire on marque un grand coup pour bien montrer à quel point ça va, quoi. On a cette magnifique vitrine, elle est essentielle, ce salon, il est vite. Et pourtant, cette menace qu'il pourrait y avoir sur le fait de la boycotter symboliquement, ça pourrait avoir un énorme fort. Moi, je suis frappé par ce que disait Laurence tout à l'heure. Par exemple, dans ce que dit monsieur, aujourd'hui, il faut imaginer qu'en moins de 30 ans, en moins de 20 ans même, on est passé d'une production où on ouvrait des poulaillers en nombre, des poulaillers qui produisaient évidemment beaucoup de poules et d'œufs, donc on va dire industriels, évidemment ça fait peur tout de suite, non mais des poulaillers gérés par des agriculteurs professionnels qui produisaient. Eh bien, on est passé en moins de 20 ans à l'ouverture régulière d'un poulailler en France et on était largement excédentaire dans notre production. Aujourd'hui, on importe 50% à minima de notre production de volaille, c'est-à-dire à la fois la chair mais oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a des fonctionnaires à Bruxelles, mais pas uniquement, dans toute notre administration, qui ont une espèce d'idéologie pseudo-écolo, qui disent, ils se sont dit il y a quelques années, et ils ont été assez malins, ils se sont dit, il faut que l'agriculture, parce que l'agriculture c'est mauvais, c'est nocif, c'est dangereux, ils attaquent la biodiversité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme on n'arrivera pas à affirmer qu'il faut qu'ils réduisent leur production de manière immédiate comme ça, eh bien, on va augmenter la qualité des normes de manière régulière, et ça a été le cas depuis 20 ans, à tel point que, évidemment, nos agriculteurs répondant à ces exigences produisent cher et ne sont plus dans la cible de ce qui, tous les jours, pour nos produits du quotidien, doivent être payés moins cher. Mais du coup, comme quand même il faut bien manger et qu'on achète tout de même ces produits, c'est ce qu'on importe, notamment du crème pour les poulets, et donc qui ont une qualité bien inférieure. Et c'est ça la problématique de toute l'agriculture française aujourd'hui, c'est qu'elle a fait poursuivre les normes depuis des années, mieux et plus, meilleure qualité, meilleure sécurité, et elle se retrouve dans une situation où finalement ces produits ne se vendent plus, ou en tout cas pas aussi bien, et on est obligé d'importer. Et donc c'est très pervers comme démarche, ça a été une perversion de l'idéologie écologiste, qui est légitime au départ, et pourtant, voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Voilà, 50% de moins de la volaille en France. On va dire quelques mots des obsèques de Brigitte Bardot. Lucas, vous aviez un coup de gueule déjà, peut-être pour introduire cette messe qui est en train de se tenir en ce moment, avec un certain nombre de personnalités, et parmi les personnalités politiques, il y a Marine Le Pen. Oui, alors c'est pas directement lié aux obsèques, mais c'est que, déjà... peu avant la nouvelle année, apprenait-on le décès de Brigitte Bardot, que de nombreuses voix se sont empressées de venir la critiquer, de la salir, comme s'il était impossible d'attendre ne serait-ce que justement son enterrement pour venir régler ses comptes. Mais figurez-vous qu'il y a pire, charognard, si je peux employer ce terme, c'est que depuis une semaine, certains ont saisi une occasion en or en exploitant l'image et le combat pour les animaux de Brigitte Bardot et de sa fondation pour ouvrir en ligne des cagnottes, pour faire des photos générées par RIA et récolter de l'argent sur son dos, sur son cadavre, j'irais jusqu'à dire. Donc évidemment... Pour eux-mêmes, bien sûr. Alors, des escrocs. Alors, justement, la Fondation Bardot. Ah non, justement, la Fondation Brigitte Bardot a tiré la sonnette d'alarme, a rappelé que tout ça n'est pas officiel, que c'est évidemment abject. En plus, c'est des montages assez grossiers, mais ça exploite évidemment la volonté de ceux qui veulent aider, de ceux qui veulent rendre hommage à Brigitte Bardot. La Fondation, encore une fois, a été claire. Des poursuites judiciaires seront engagées contre tous ces escrocs. Et je voulais juste rappeler que la mort devait pas être un terrain de chasse, ni pour la haine, ni pour l'argent. Mais encore une fois, certains prouvent qu'il n'y a plus aucune limite.
Fondation Brigitte Bardot, il n'y a qu'un site, www.fondationbrigitteBardot.fr, si vous voulez faire des dons et ne vous laissez pas avoir effectivement par des images attendrissantes de chatons ou autres, parce que les gens sont sensibles évidemment à la souffrance animale. Mais pendant ce temps-là, le business continue à Saint-Tropez, puisque Dolores, qui est une fleuriste, vend 100 fois plus de bouquets et les a augmentés de 35%. Vous avez l'hôtel, vous avez aussi une tarte tropézienne à son nom désormais que vous pouvez acheter, qui est la tropézienne Brigitte Bardot. Et le Brin d'Azur, un hôtel qui affiche complet, a augmenté ses prix de 25%. Le propriétaire dit forcément c'est beaucoup plus de touristes que d'habitude. On a quand même beaucoup de clientèle étrangère à l'instant. Donc le business fonctionne. Mais il y a quand même une différence entre la logique de l'offre et la demande. Oui, bien sûr. Bien sûr, et c'est bien normal qu'un hôtelier, un restaurateur, quand il est complet, il monte ses prix. C'est comme ça. Enfin, je veux dire, personne n'est obligé non plus. C'est pas comme s'il profitait de quelque chose où les gens seraient obligés d'y être. Et puis ces arnaques de cagnottes en ligne qu'on voit à tous les sujets d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dès qu'il y a un drame, les gens ouvrent des cagnottes. Il y en a des vraies. Et il y en a des fausses, bien sûr. Et il faut vraiment se méfier parce que, de toute façon, les gens sont sans scrupules maintenant. On le voit sur tous les sujets. Ils ont honte de rien, on respecte rien. Absolument. On va parler de Crans-Montana. Moi, j'avais un coup de gueule sur certains complotistes qu'on retrouve toujours partout et qui parlent de fêtes sataniques parce que certains, vous avez vu, des serveurs avaient des masques, et donc comment on a 40 jeunes qui sont morts, des brûlés très graves, des gens qui vont avoir du mal à s'en remettre et certains n'ont d'autres propos que de profiter de ce business du complotisme et de parler de fêtes satanistes. Mais franchement, c'est Richard Boutry pour ne pas le citer, pour le citer parce que je trouve qu'il faut assumer ce qu'on dit et je trouve c'est un business le complotisme, décidément. Qui rapporte beaucoup d'argent sur tous les sujets, malheureusement maintenant et sur Crans-Montana. Oui, vous vouliez vous revenir sur ce drame terrible. Alors bien sûr, d'abord il y a eu le choc, la douleur, l'attente, et maintenant je pense qu'on en est, pour ma part en tout cas, au stade de la colère et de la suspicion. Alors la colère déjà pour plein de choses, parce que on va pas faire l'enquête avant l'enquête, mais je crois qu'il est évident que de nombreuses normes qui paraissaient pourtant logiques, en tout cas à nos yeux, n'ont pas été respectées. La colère aussi par rapport à certaines réactions. J'ai vu des gens, alors que des parents attendaient des nouvelles de leurs proches, qui commençaient à porter leur petit jugement sur est-ce que effectivement on devait être là. Enfin, je trouve ça tellement fou et méchant et médiocre, parce que bien sûr que les parents, les familles endeuillées voient passer ces messages, parce que vous pouvez pas vous couper des réseaux sociaux, parce qu'ils étaient eux-mêmes en attente des réseaux sociaux de certaines nouvelles. Donc ces gens qui derrière des pseudos se permettent dans ces moments si tragiques d'insulter les autres. Donc ça, c'était une partie de ma colère. Et puis aussi ma colère hier, parce que j'entendais l'avocat notamment de certaines familles qui mettait en avant le fait qu'effectivement des questions se posent quant aux contrôles qui ont été faits ou pas faits. Alors déjà, ils n'ont pas été faits dans les règles en termes de temporalité, puisque c'était un par an et ça n'a pas été le cas. Mais on va plus loin en se disant, même si ceci avait été fait une fois par an, les contrôles qui ont été effectués ont laissé passer en fait toutes ces choses qui nous alertent aujourd'hui. Et un avocat a même dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que cette question mérite d'être posée. Cet établissement n'était pas contrôlé, contrairement aux autres, et tout le monde le savait. Donc tout ceci va nourrir, si vous voulez, la suspicion qui va alimenter ça. Moi, ce que j'espère, là, il y a beaucoup de médiatisation de cet événement, qui pousse justement à une accélération des recherches de la vérité. J'ai peur qu'une fois le soufflet retombé, on ait peut-être moins d'attention portée sur le sujet, et je souhaite vraiment que la pression reste. Je pense qu'il y a une enquête qui a été ouverte. Et la France aussi y est impliquée. Mais surtout, ce qui s'est passé doit nous amener tous à être vigilants sur ce qu'on voit, parce que nous citoyens aussi devons alerter, parce qu'il y en a d'autres
Il y en a Bien d'autres, sûr. des établissements comme ça, et il faut jamais rester Mais il y silencieux. avait déjà eu des alertes. On va y revenir dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Valérie Expert. Et on continue notre tour de table des coups de cœur et des coups de gueule. Thierry Guerrier, vous vouliez revenir sur les propos de Danielle Obono qui datent d'il y a quelques mois à la fête de l'UMA. Oui, alors, on va les écouter. On va écouter ce qu'elle disait. Une députée LFI. Hein. Oui, députée LFI, Danielle Obono. En plus, je suis arrivée du bled à 10 ans. En fait, je suis née au Gabon. Donc, c'était pas l'écosystème de la gauche traditionnelle blanche. C'était pas trop mon truc. J'étais pas trop acculturée à ça. Donc, je suis arrivée ici à la fête de l'UMA. Et en fait, quand j'y repense, je me suis jamais sentie chez moi, alors que voilà, j'étais militante de gauche, etc. Et en fait, aujourd'hui, en fait, un des problèmes de la fête de l'UMA, c'est que ça a été longtemps, en fait, c'est toujours encore aujourd'hui, la fête de la gauche blanche, en fait. Non mais vous vous Voilà. rendez compte, on fait de la politique en fonction de la couleur de peau. Elle fait de la politique en fonction de la couleur du peau. Ça s'appelle, Valérie, du racisme. Institutionnel, politique, factuel, c'est du racisme. Elle est à la fête de l'UMA et elle dit de la fête de l'UMA, c'est une... moi je suis de gauche, mais je suis pas pour que la gauche blanche écrase tout à la fête de l'UMA. Voilà ce qu'elle dit en substance. Bon, c'est juste... on est arrivé à un seuil, si vous voulez, où le racisme institutionnel de LFI pose un problème moral à toute la gauche d'abord. Oui, mais il ne se passe pas grand-chose. Écoutez ce que disait un autre député. Mais elle est en campagne, hein, Monsieur Bilongo. Daniel, elle veut devenir maire du 18e arrondissement de Paris, c'est pour ça. On va leur montrer qu'on est plus nombreux. Ils ont voulu se foutre de nous, ils ont voulu nous insulter. Nous, on est plus intelligents, on est plus endurants. Et si on avait plus de gosses qu'eux, comme M. Sterrin se plaint de ça, bah, tant pis pour eux. Si vous devez faire des gosses, bah, ils ont qu'à s'aimer et faire l'amour et faire des enfants. S'ils n'arrivent pas à en faire, tant pis pour eux. En tout cas, nous, on a réussi à le faire. Nos mamans ont réussi à nous éduquer correctement. Il est député Carlos Martins Bilongo, député LFI. Je veux dire, ses propos n'ont pas tellement fait réagir. Nous, il faut savoir de quoi il parle. Oui. Il veut dire nous les Noirs. Nous les Noirs, on est supérieurs. Nous, on est forts, on fait des gosses. Oui. Et ce racisme anti-blanc aussi de Danielle Obono. Les deux, c'est la même chose. Alors, je suis juste pas tout à fait d'accord sur le fait que ça n'a pas fait beaucoup réagir. Moi, j'ai vu beaucoup de réactions et à juste titre parce que on voit depuis. Non, mais de réactions à l'Assemblée, ne serait-ce que. Alors, on voit depuis. D'ailleurs, il y a eu des signalements. Beaucoup de réactions au sein de la gauche, leur camp moral. Alors au sein de la gauche, non, parce qu'on approche des municipales et effectivement, on voit que la stratégie de communautarisme exacerbé de LFI est de plus en plus assumée. Il y avait également, on peut aussi pêle-mêle citer Ali Douara, qui est un autre député LFI, qui il y a quelques semaines disait que lui, il était député seulement pour, je cite, les Noirs et les Arabes. On a Sébastien Delogu également, il y a juste avant Noël, qui disait que voilà, c'était une occasion rêvée pour que le peuple réel de France, je cite encore une fois, et qu'un candidat racisé devienne maire. Donc on voit que toute leur stratégie se focalise uniquement sur le fait de défendre les minorités, enfin ce qu'ils perçoivent d'ailleurs comme des minorités. Et je pense tout de même que ça fait vachement réagir, mais ça peine à faire réagir effectivement au sein de la gauche. Et je pense que c'est parce qu'on a une échéance municipale qui arrive que le PS est aussi un petit peu embêté de ne pas se faire prendre sur sa gauche, notamment dans les mairies. Il faudrait qu'il négocie avec eux pour le second tour. Absolument. Donc voilà là où on en est. Et c'est vrai qu'on était passé d'un côté plutôt philosophique avec Mélenchon et sa créolisation. Là, on est passé à du pur racisme. Oui. Oui, globalement, je partage tout ce qui vient de se dire. Moi, j'ai appris qu'il y avait une gauche blanche et une gauche qui n'est pas blanche, apparemment. Donc, c'est première chose. Jaurès s'est retourné dans sa tombe. L'universalisme et l'humanisme sont... On est face à une gauche communautariste à laquelle s'oppose, et malheureusement aujourd'hui pas fortement, une gauche universaliste à laquelle moi, pour le coup, j'appartiens. À laquelle j'appartenais. Ces propos sont éminemment choquants. Mettez ces propos en les transposant dans un responsable du Rassemblement national. Si on fait des propos, ça choquerait tout le monde. Et on dirait, mais ça va pas ou quoi? Imaginez un responsable du Rassemblement national qui irait dans un meeting politique. Qui va être gagnant? Un petit peu cette gauche-là, et puis essentiellement le Rassemblement national. Bien sûr. Alors en plus, effectivement, ce sont les idiots utiles du Rassemblement national. Et ils font c'est la logique de boutiquier, quoi. C'est-à-dire que
ils font. Il n'y a plus de gauche universaliste aujourd'hui en France, cher Mathieu. Alors qui la représente? Parce que si c'est Monsieur Faure qui se jette dans les bras de LFI dès qu'ils en ont l'occasion dans leurs attelages problématiques, moi je le regrette parce que le débat droite-gauche c'est très sain et j'aimerais bien qu'il y ait aujourd'hui une vraie gauche sincère universaliste. Je ne connais aucun représentant aujourd'hui d'une gauche universaliste qui tient la route et c'est bien dommage dans le paysage politique parce qu'on ne s'en sortira, me semble-t-il, que lorsqu'on le retrouvera justement des débats de qualité. Il y a des tas de responsables politiques qui n'ont pas ces propos-là. J'en prends un, par exemple, Ruffin est pas du tout sur ce terrain-là communautariste. Et Ruffin, il vient quand même de ce parti, il les accompagne dans des alliances, et puis voilà, quand il faudra prendre les voix d'un LFI pour être élu, il les prendra. Vous l'avez vu condamné au Bono, là, depuis 48 heures. Au-delà de ce discours, moi, ce qui m'a profondément choqué, c'est ce qu'a dit M. Bilongo sur Rachida Dati. Cette interview, c'est une mine d'or. Vous imaginez, il a dit qu'elle avait couché pour réussir, écoutez. Ensuite, tu prends d'autres personnes, où c'est pas promotion canapé ou en couchant avec des hommes, qui sont arrivés ministre de la Culture aujourd'hui ou prétendent à la mairie de Paris. Mais moi, fondamentalement... Mais Rachida, elle est survie grâce à autre chose. C'est stupéfiant. C'est moyen. Doucement. Mais c'est totalement abject. Et on accepte ça. Mais c'est abject. Et dans la même interview, il dit également que les habitants du Nord sont vus. Alors attendez, parce qu'il y a quand même une députée LFI qui lui a dit, son nom m'échappe, mais ça, tout le monde la retrouvera, qui a dit le pauvre, il faut qu'on arrive à le déconstruire. Oui. Et après, il a fait des excuses. Non, mais ça, quand même, on va au bout du truc. Et elle s'est faite prendre par sa gauche, parce qu'on lui a reproché de faire que la gauche blanche, justement. Et donc, en fait, elle explique qu'il faut le déconstruire, il faut peut-être le construire, tout simplement, pour ne pas être misogyne et raciste. Mais alors, en plus, une fois que lui a fait ses excuses, sa lettre d'excuses est quand même absolument dingue, où il dit, oui, c'est vrai, j'ai besoin de me déconstruire. Non, mais il faut arrêter déjà avec ce truc de se déconstruire. Parce que justement, si tous ces gens-là étaient construits, ils ne seraient pas... Mais en fait, M. Bilongo, par cette interview dans sa longueur, où il a évoqué un tas de sujets, a montré qui il était vraiment. Et c'est vrai que ces gens-là sont misogynes à mort, parce qu'ils ont une vision de la femme et raciste. Ils ont une vision de la femme qui est absolument terrible. J'ai entendu peu de gens, effectivement, s'étonner de ce qu'il dit, mais on sait qu'ils sont comme ça. Et nous, en tant que femmes blanches, on le sent que ces gens sont comme ça. Donc même les femmes non blanches peuvent le dire. C'est ça. Mais dans les l'occurrence, elles vous disent, je suis effaré. Celles qui sont modernes. Moi, je parle par mon nom à moi. Je ne vais pas parler au nom des autres. Mais ils ont une image de la femme dans sa globalité qui est absolument terrible. Et ils vous expliquent après qu'ils sont les grands défenseurs féministes. C'est Sarah Legrain qui a dit ça. Et lui, quand il s'est excusé, il a dit oui. Puis en plus, parlant de Rachida Dati, c'est une femme racisée, j'aurais pas dû. C'est sous-entendu. Je respecte pas les autres, mais je respecte. Et puis le pire, c'est que cette interview qui est une mine d'or, où il a eu 10 polémiques en une interview, alors elle a été supprimée. Il a quand même réussi, notamment sur les propos sur les habitants du Nord, à nier ses propos. Donc là, effectivement, on parle de connivence de la gauche, mais il y a aussi de la gauche médiatique, parce que Libération a réussi à faire un check news, donc un débunkage des propos de Carlos Bilongo. Un débunkage où il confirme tous les propos de Carlos Bilongo. Donc c'est assez savoureux. Et Carlos Bilongo porte plainte contre des gens pour ses propos. Il nous reste peu de temps, Mathias. Je trouve que c'est assez symptomatique de l'appauvrissement de la parole politique et de la perte de la décence à un moment donné. Un peu de décence, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi quand mais il y a un objectif politicien immédiat qui sont les municipales. Mais moi, je vais vous dire, ça va rendre Rachida Dati un petit peu plus populaire. Et puis surtout, c'est une erreur de croire que l'électorat, par exemple, de couleur, dans mon arrondissement, dans le 18e arrondissement, a envie d'une mère raciste. En vérité, c'est des gens beaucoup plus intelligents qui veulent être la paix civile et qui veulent vivre en paix entre nous. Donc non, tout ça, c'est des mauvais calculs. Mathias, désolé, vous ne pourrez pas faire votre coup de gueule, mais c'était un vaste... Les États-Unis sont-ils encore une démocratie? C'était votre coup de gueule après l'arrestation, l'arrestation d'une militante
anti-Trump qui, lors d'une manifestation, en 2 mots, qui critiquait assez vertement la politique de Trump, notamment au Venezuela, et qui a été arrêté sur le trottoir pour la faire taire. Et alors, il y a une grande hypocrisie, puisque vous savez que les Américains sont très attachés à la liberté d'expression et au droit de rassemblement via le premier amendement. Alors, elle a été arrêtée pour un motif qui est quand même assez étonnant, obstruction de la chaussée, parce qu'elle n'était pas sur le trottoir et elle était sur la rue. Oh, si on veut voir cette histoire, elle s'appelle Jessica Plichta, absolument. Notre ami Perico Légas vient d'arriver. Bonjour Valérie. Bonjour Perico, de quoi allez-vous parler aujourd'hui? Nous lamentons que Brigitte n'ait pas eu des obsèques nationales, mais elle s'en réjouit, je pense. Elle n'a pas été macronisée pour son enterrement. Est-ce qu'on a quelque chose à foutre du Groenland? On va voir ça avec Olivier Gentry, on ne sait jamais. Voltaire avait dit c'est quelques arpents de neige en parlant du Québec. Alors est-ce que là c'est un peu plus, il y aurait des richesses dedans. Gaël Perdriau va finalement aller il est sarcosisé, lui il va faire de l'exécution provisoire. À Crans-Montana, les propriétaires vont peut-être aller en prison parce que ce qu'on révèle est finalement assez grave. Des ostréiculteurs qui ont attaqué le siège du Midi Libre parce que nos confrères journalistes avaient dit qu'il y avait un problème de santé sur les huîtres, donc on fait attention. Et puis je finirai de 13 à 14 heures. On discutera avec Rodolphe Carte, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un grand méchant loup ou le dernier grand tribun de la République après Jean-Marie Le Pen. Voilà, vaste débat. Vaste débat. On vous retrouve dans un instant. Merci à tous les 4. Merci à Gilles Gansman. On se retrouve, nous, demain. Très bonne journée sur Sud Radio.